Le Cercle RH, et on accueille aujourd'hui Carole Grandjean. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Ministre délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle, c'est dire que le portefeuille est important. C'est un des enjeux de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron 2017 et la seconde, ne l'oublions pas. Et vous êtes, alors ça c'est assez original, sous la tutelle de deux ministres, le ministre du Travail, du Plein Emploi, Olivier Dussopt, et le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'est un vrai plaisir de vous accueillir parce qu'on parle beaucoup de formation sur ce plateau. D'abord, un tout petit mot pour, non pas l'enjamber, mais le traiter. Allocution du président de la République, il a lancé finalement les grands chantiers de réforme. C'est quand même compliqué pour vous, la ministre déléguée en charge de la formation, parce qu'il y a un texte en attente, comme il y en a d'autres. Est-ce qu'il va voir le jour ou pas? Est-ce que cette réforme des retraites, et je dirais ce mouvement social, bloque un petit peu l'arrivée de ce texte qui est attendu par toutes les entreprises de formation? Au fond, ce que le président de la République a redit hier, c'est l'attachement qu'il a à faire nation des compétences pour pouvoir porter aussi bien la formation des plus jeunes comme la formation tout au long de la vie. Et dans les propos du président de la République hier, l'apprentissage a pris toute sa place, le lycée professionnel a pris toute sa place, mais aussi la formation tout au long de la vie, notamment les reconversions professionnelles. Et donc, la feuille de route qui est la mienne est toujours très à l'ordre du jour. Et je sens effectivement qu'il y a beaucoup d'attentes et des Français et du président de la République. Donc le texte est dans les tuyaux et vous aurez, j'imagine, à le défendre dans l'hémicycle, dans les hémicycles d'ailleurs. Un petit mot quand même sur vous, parce que quand on accueille un ministre, alors on vous connaît sous vos fonctions électives, vous avez été député de Meurthe-et-Moselle, de Nancy, très attaché à cette ville, et aujourd'hui ministre. Et quand on regarde votre parcours, on se dit, tiens, c'est intéressant, Smart Job qui traite de l'emploi et des RH. Vous avez commencé votre carrière dans les RH, Caisse d'épargne et Groupe Elior, je crois. Absolument. Qu'est-ce que vous en avez tiré de ce métier avant de vous jeter dans la carrière politique ? Déjà, c'est un métier passion. C'est vraiment un métier que j'ai toujours souhaité faire, dans la relation humaine évidemment, mais aussi dans le technique, du juridique, de l'approche des compétences, parce que ce sont des sujets qui sont à la fois très humains et très sociaux, mais à la fois aussi très techniques. Et j'ai toujours aimé cette combinaison des deux. Et donc, voilà, mon premier métier, c'était gestionnaire des compétences. Donc, vous voyez que je suis toujours pas loin. Plein dedans. Et donc, au fond, en passant député, j'ai pris évidemment à cœur de porter les sujets liés aux compétences, notamment au travers de la loi de 2018, ce qui a remis, j'ai envie de dire, un nouvel essor à l'apprentissage et au compte personnel de formation. Et puis, aujourd'hui, dans mon portefeuille de ministre, au fond, je suis cette ministre qui fait du lien entre l'éducation et le travail, cette ministre qui est aussi bien ministre des lycées professionnels, de l'apprentissage que de la formation tout au long de la vie. Et donc, ces sujets-là sont des sujets de passion et de conviction. Les entreprises dans les écoles, on y reviendra dans le cadre de cette réforme des lycées professionnels. Un petit mot sur le CPF, parce que vous l'évoquez. Il y a eu une réforme de ce CPF et on voit quand même que l'accès est plus complexe. On passe par France Connect. Les salariés vont devoir abonder peu, mais ils abondent. Et on voit quand même une baisse très nette de l'accès à ce compte CPF. Est-ce que vous dites on a fait le mauvais choix et qu'on va le remettre tel qu'il était, parce qu'auparavant c'était un outil extrêmement facile, ou est-ce qu'on garde ce dispositif pour éviter les abus, peut-être venant même d'organismes de formation? Le compte personnel de formation, c'est un outil formidable. De 2019, où il y avait 600 000 utilisateurs, 600 000 personnes qui ont mobilisé des droits à CPF, à 2022, où ils sont plus de 2 millions, on voit à quel point l'outil a été popularisé et à quel point les actifs se sont emparés de l'outil. Pour autant, il y avait un certain nombre d'abus d'organismes de formation, d'abus aussi d'actifs qui se formaient sur des formations qui n'avaient pas tellement lien avec un projet professionnel. Donc, c'est bien là l'enjeu. On fait le ménage. On a fait une loi qui a permis de réformer, de lutter contre les fraudes. Et d'ailleurs, vous n'avez plus reçu de SMS de démarchage pour votre CPF depuis 3-4 mois maintenant. Et c'était véritablement une volonté pour moi d'assainir le CPF pour que ce compte personnel de formation, pour qu'il soit véritablement un outil de confiance et qui fasse l'intermédiation entre un organisme de formation et l'actif de manière directe, mais en confiance. Et c'est essentiel pour la durabilité finalement de cet outil. Carole Grandjean, ça c'est le volet réduction des abus, et effectivement les SMS n'arrivent plus, on n'est plus harcelé même au téléphone, puisqu'il y avait aussi du harcèlement téléphonique. Néanmoins, on voit
un tassement de l'accès des salariés à ce compte CPF parce que les contraintes administratives, parce que c'est plus lourd. Ça aussi, c'est une volonté où vous dites peut-être qu'il faut repenser le dispositif parce qu'on est tous allés sur France Connect, il faut son numéro de sécu ou il faut tel numéro, c'est pas si facile d'y accéder. Est-ce que vous dites... Non, la vraie volonté est de lutter contre les fraudes. Ça, c'était la volonté. Et effectivement, il y avait des fraudes aussi bien sur l'identité, avec l'utilisation de la fraude à l'identité, des abus aussi, de formation qui étaient proposées qui n'avaient pas véritablement de lien avec un projet professionnel, et j'ai souhaité resserrer ça, ou avec des véritables projets de création d'entreprise, et je resserrais ça également. Donc c'était plutôt une volonté de réguler et évidemment de soutenir la mobilisation du CPF pour des projets professionnels, et au contraire, c'est un formidable outil et j'encourage les actifs à s'en saisir. Donc allez sur le CPF, même si vous passez par France Connect, prenez le temps de mettre votre numéro de sécu globalement. Absolument. Et vous serez ensuite fléché. Et au fond, n'hésitez pas à aller dans les bureaux de poste également, les maisons France Service, elles sont là aussi pour vous aider à cheminer sur l'application. Je l'ai fait moi-même dans un Après, bureau de poste facile. Et c'est très facile. Oui, une fois qu'on accède à ce site, il y a évidemment des organismes de formation et c'est très simple. Tournons-nous vers l'apprentissage. Est-ce que, et c'est le titre qu'on a choisi dans notre émission, une réussite française? Parce qu'il y a 15 ans, j'animais des débats sur ces questions de formation où c'était d'abord très complexe. La France était très loin de l'Allemagne, on nous comparait sans cesse à l'Allemagne. Est-ce que vous dites que c'est quand même une belle réussite française, notre apprentissage là, depuis 3 ans? Je pense que c'est une des grandes réussites du quinquennat précédent, d'être proche, d'être une nation de l'apprentissage. Et c'était pas gagné, parce que culturellement, la France était loin de considérer l'apprentissage comme une voie finalement valorisée. Et aujourd'hui, avec nos 837 000 contrats d'apprentissage dans tous les secteurs d'activité, sur tout le territoire français, et pour tous les niveaux de diplôme, c'est véritablement un succès. Et c'est un succès aussi parce qu'on a un taux d'insertion qui est très bon. 2 apprentis sur 3 sont insérés dans un emploi durable après 6 mois. Et sur certains secteurs d'activité, encore plus, près de 7 sur 10. Donc on voit à quel point c'est un outil intéressant et qui a permis probablement aussi de réduire le taux de chômage des jeunes. Et c'était évidemment une visée du président de la République. Alors on a battu un record, vous avez évoqué ce chiffre de 837 000 contrats d'apprentissage signés, qui sont des vrais contrats de travail. Quand même, un petit bémol, on voit quand même des ruptures, des taux de rupture assez importants. Alors, ils ont baissé en 29% en 2019, c'est-à-dire des apprentis qui, pendant leur première période d'essai, voire après, allaient rompre leur contrat et donc allaient quitter l'apprentissage. On est passé à 24% des apprentis, donc c'est 1 sur 4. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour vous? Parce que dans les mobiles, il y a évidemment un problème de comportement qui est observé côté employeur, mais de l'autre côté, on a aussi des apprentis qui disent partir parce que le métier ne les intéresse pas ou parce qu'ils ont trouvé un emploi directement sans passer par l'apprentissage. Est-ce que vous dites sur ce sujet-là, il faut être un peu vigilant quand même? 1 sur 4, c'est beaucoup. Absolument. Il y a un vrai sujet qualité que je souhaite pouvoir conduire par la concertation, la discussion avec les acteurs. Je les ai déjà informés de cette discussion à venir qui doit nous responsabiliser tous. Comment on fait déjà, il faut bien comprendre quel est le taux de rupture. Qui, effectivement, est de quel côté? C'est vrai. Est-ce que est-ce que le jeune a retrouvé un contrat juste derrière ou est-ce qu'il est sans solution? Et donc, j'ai demandé à analyser finalement ces statistiques pour qu'on puisse conduire les actions de correction. Mais il va falloir un engagement de tous pour accompagner mieux le jeune, déjà dans sa préparation de projet et l'orientation qu'il choisit, mais aussi dans son apprentissage. Et autour du maître d'apprentissage, il y a probablement aussi des réponses à apporter. Et en cas de rupture de contrat, il y a aussi un enjeu à mieux accompagner le jeune. Et puis je voudrais aussi que les entreprises se responsabilisent. Si nous finançons notamment l'aide à l'employeur de 6 000 euros 6 000, pour tous, quel que soit c'est maintenu, vous confirmez? Absolument. Parce qu'il y avait un petit débat. Non, jusqu'à 2027, le président s'y est engagé début janvier. C'est un enjeu pour nous aussi que les employeurs jouent le jeu quelque part et qu'ils laissent le jeune aller jusqu'au bout du diplôme et qu'ils ne l'embauchent pas non plus en amont, ce qui peut arriver quelquefois quand le jeune effectivement donne satisfaction. On propose au jeune de l'embaucher, il ne va pas jusqu'au bout du cursus et ça, c'est anormal et c'est une vraie responsabilité partagée que nous devons prendre. Pour clore cette partie, c'est 16% de ceux qui ont été interrogés par le baromètre de la Fondation Adecco pour donner la source et le cabinet Quintet Conseil et association Walt, 16% disent qu'ils ont trouvé un nouvel emploi ailleurs. Les autres, à 22%, c'est une mauvaise expérience qui revient peut-être à l'accueil, à la manière dont ils sont accompagnés. Et puis d'autres, d'une manière assez basique d'ailleurs, évoquent tout simplement l'envie de partir.
Donc il y a un vrai sujet de préoccupation sur engager dans la durée l'apprenti pour qu'en bout de chaîne, il ait un véritable emploi, parce qu'on a quand même aujourd'hui des pénuries de secteurs. Et puis on a un vrai sujet, découverte des métiers, orientation, là aussi. Très important. L'entreprise dans l'école, ça c'est un sujet important. On a un vrai sujet de manque de connaissance finalement des jeunes de ce que c'est que le monde de l'économie, de ce que c'est l'orientation qu'il est en train de prendre. Et donc c'est pour ça qu'on engage avec le ministre Pap Ndiaye un chantier de découverte des métiers 5e, 4e, 3e, pour que les jeunes découvrent des familles de métiers, au-delà de ce qu'ils connaissent dans leur environnement familial. On sait que les jeunes connaissent une dizaine de métiers, ceux de leur entourage familial. Qui sont liés à l'environnement, c'est vrai. Et voilà, et c'est un sujet parce qu'au fond, si vous n'avez pas les métiers de l'industrie, les métiers de la culture ou les métiers du numérique autour de vous, c'est important de les découvrir et de savoir si ça vous correspond ou pas, et c'est un enjeu pour nous. D'ailleurs, vous faites la transition avec une autre réforme qui est attendue, et ça, elle a été évoquée par le président Macron, et il la porte, cette réforme des lycées professionnels. Avant de rentrer dans le détail, qui vient faire écho à ce que vous dites, l'idée c'est d'augmenter la durée des stages, de mieux rémunérer les stages, de démarrer plus tôt la détection de ces jeunes dès la 5e, qui permettrait à ces jeunes d'être orientés plus rapidement vers des métiers techniques pour certains. Quand même, le mariage apprentissage lycée professionnel, parce qu'avant il y avait que des lycées professionnels et il n'y avait pas d'apprentissage, ou très peu, sauf dans quelques métiers manuels, la boulangerie et quelques autres. Comment on fait cohabiter ces deux modèles ? Et d'ailleurs, pourquoi les faire cohabiter ? Alors aujourd'hui, il y a 630 000 jeunes en lycée professionnel et vous avez 60 000 jeunes qui sont en lycée professionnel et qui sont en apprentissage. Il n'est pas forcément évident pour ces jeunes d'être en apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus jeunes qu'il y a quelques années, ils sont mineurs puisqu'on ne redouble plus. On a des jeunes plus jeunes qu'auparavant avec beaucoup de fragilité scolaire, et c'est d'ailleurs un des leviers de motivation de cette réforme. Il n'est pas destiné d'être en difficulté scolaire pour être orienté vers le lycée professionnel. Excusez-moi, c'est ce qui se disait beaucoup à une époque. C'était les filière dépotoir tira en lycée professionnel, ce qui valorisait pas les métiers. Et c'est un problème parce qu'en fait, véritablement, cette voie professionnelle, elle ouvre des perspectives de carrière qui sont tout à fait intéressante et valorisée, il y a du travail, notamment financièrement, avec des vraies perspectives d'évolution. Et donc on voit qu'aujourd'hui, il y a un déficit de reconnaissance de la filière du lycée professionnel sur laquelle je souhaite travailler. Il y a 5 ans, on a travaillé sur la reconnaissance de l'apprentissage comme voie au fond d'excellence et d'insertion dans l'emploi. Mon chantier aujourd'hui, c'est de faire de même pour le lycée professionnel, mais pas forcément de faire du tout apprentissage, ni de sortir du caractère national des diplômes, mais de travailler sur la reconnaissance de cette voie en lui donnant au fond plus de prise entre entreprise et école, et qu'il y ait plus de proximité entre l'entreprise et l'école. Et de stage, parce que vous insistez beaucoup sur ce sujet. De stage, mais aussi plus de développement de partenariat avec les entreprises, mais aussi des formations qui soient plus, j'ai envie de dire, accompagnatrices des grandes transitions, notamment numériques, écologiques ou démographiques. Avec donc des fins de filière, vous confirmez ça ? On va se tourner plus vers le climat, absolument. Le numérique, et on va abandonner quoi ? Vous avez fait le choix ? Parce que visiblement, c'est pas tranché. Alors, on a un outil qui s'appelle Insert Jeune, qui est un bel outil, d'ailleurs, que je conseille aussi aux parents, parce que cet outil-là permet de voir quel est le taux d'insertion dans l'emploi et le taux de poursuite d'études des formations qu'il vise. C'est vrai. Et tout simplement, sur ces indicateurs-là, les formations les moins effectives, qui emmènent le moins vers l'emploi ou la poursuite d'études, seront appelées à être fermées. Dans des métiers tertiaires, manuels, c'est quoi les... Par exemple, les métiers tertiaires. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les taux d'insertion sont meilleurs dans les filières production. Bien sûr. Et là, on voit aussi que 40% de filles sont en lycée professionnel, mais elles ne sont que 13% dans les filières de production. Ouais. Donc c'est pour moi un vrai sujet aussi de parité entre les filles et les garçons. Mais c'était un sujet pour moi surtout de pilotage par rapport à ces indicateurs de taux d'insertion et de poursuite d'études. Et puis on va faire beaucoup aussi pour accompagner les fragilités des élèves et faire en sorte qu'ils soient accompagnés dans leurs projets professionnels, accompagnés dans leurs difficultés scolaires, et puis préparer aussi à mieux vivre cette période de stage pour qu'elle soit vraiment pleinement vécue. Et c'est tout cela qu'on est en train de construire, mais avec les équipes pédagogiques qui sont formidables en lycée professionnel. Oui, souvent de bon niveau d'ailleurs, ces professeurs qui accompagnent les élèves. Quand vous dites fragilité, vous parlez d'élèves qui ont finalement parfois des lacunes, des difficultés dans le langage scolaire, dans l'orthographe. C'est ça les sujets qui sont sur la table et qui sont face aux professeurs. Absolument. Comment on fait là ? On remet une piqûre de rappel, on insiste. L'idée, c'est d'aller
faire plus de sous-groupes, d'aller accompagner mieux le projet de l'élève, donc entre ceux qui veulent poursuivre des études et qu'on souhaite véritablement renforcer pour mieux les préparer à aller se raccrocher aux études supérieures, ou des élèves qui vont par exemple être allophones ou en situation de handicap ou avec de grosses difficultés scolaires tout simplement, et avec qui on va travailler même sur des difficultés d'illettrisme, parce qu'on a de vrais enjeux en lycée pro aussi à ce sujet. Texte de loi, en tout cas en préparation avec des filières à l'arrêt, ça sera pour septembre. Avant de nous quitter, parce que le temps file. Une réforme progressive, qui va s'installer progressivement. Oui, c'est pas un coup près qui tombera Absolument. sur les lycées. Demain, tous reconvertis, c'est vous qui avez fait l'ouverture de ce salon, alors de la reconversion, qui est un mot, là aussi, qui peut être utilisé à double tranchant. On peut avoir vécu le Covid et de se dire, je pars élever des chefs dans le Périgord, ça c'est la reconversion positive, puis il y a les reconversions, entrons dans le vif du sujet, où on dit, votre filière va disparaître et il va falloir vous reconvertir. Ça, c'est plus douloureux. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour ce public, pour ces salariés-là ? Alors ce sur quoi je me suis exprimée sur l'ouverture de cet événement, qui est un événement majeur parce que un jeune aujourd'hui, idée de transition, il va changer de métier entre 13 et 15 fois dans son parcours de carrière, donc on voit à quel point l'enjeu est crucial pour l'employabilité tout au long de la vie. Et donc mon enjeu, il est au fond de faire le diagnostic qu'on a un empilement de dispositifs en France qui sont tous bien pensés, mais en fait assez mal utilisés, difficiles à mobiliser. Donc l'idée est de simplifier tout cela et de construire plutôt un modèle d'alternance tout au long de la vie et qui permettent d'accompagner le projet de l'actif, quel que soit son âge, qu'il ait 40 ans et qu'il ait envie de changer de projet professionnel parce que, au fond, c'est son choix ou parce qu'elle ait subi cette réorientation professionnelle, et de mieux articuler aussi les outils entre compte personnel de formation, validation des acquis de l'expérience, et je suis très engagée sur une rénovation de la validation des acquis de l'expérience. Valoriser encore plus les compétences acquises dans l'entreprise. Absolument. En entreprise et en dehors. dehors. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une culture française du diplôme de formation initiale qui est très implantée. On a du mal à aller reconnaître l'expérience professionnelle et lui donner un niveau de diplôme. Et on a du mal aussi à se dire qu'une expérience en dehors du monde professionnel, qu'elle soit associative, qu'elle soit politique, syndicale, peu importe, vaille aussi un niveau de compétence qui puisse être reconnu de manière complète ou partielle dans le cadre d'un diplôme. Avant de nous quitter, je me rappelle d'un article des Échos qui disait les métiers de 2035, on ne les connaît pas encore. Et ça, c'est, j'imagine, un tableau de bord sur lequel vous travaillez avec des experts et des chercheurs, au même titre que vous aviez des statistiques sur les apprentis. Est-ce que vous avez les nouveaux métiers qui sont devant et vous dites cela, il faut impérativement reconvertir une partie de notre population et de salariés qui sont dans le thermique des moteurs. Absolument. Et qui, dans 10 ans, on leur dit peut-être même moins, c'est fini, vous ne ferez plus de moteur thermique. Comment on organise ça? Quels sont les nouveaux métiers qui sont devant nous là? C'est ce que j'indiquais tout à l'heure, notamment pour le lycée professionnel, remobiliser le lycée professionnel vers ces grandes filières. On sait que les transitions écologiques, numériques et démographiques, notamment vers le grand âge, sont des enjeux majeurs. Et par exemple, la Première ministre nous réunit demain quelques ministres, et moi dans ma compétence sur la formation, pour aller accompagner ces grandes transitions, notamment écologiques, demain, pour aller accompagner les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, notamment dans l'énergie et le transport, qui vont nécessiter de nouvelles compétences et sur lesquelles aussi bien le lycée professionnel que la formation continue doit être pleinement mobilisé pour former nos futurs actifs et nos actifs. Et donc ça veut dire derrière des relais soit en apprentissage, soit dans des filières, puisqu'il y a aussi des filières à créer, il y a des métiers. Absolument. On sait que ce métier existe, mais la filière n'existe pas. Donc il faut aussi enclencher des filières scolaires. C'est ça l'objectif final. Par exemple, là, je viens de créer un bac pro numérique. Il n'existait pas au lycée professionnel. Or, j'ai besoin de créer ces filières vers les métiers du numérique pour qu'elles participent à créer des parcours de, j'ai envie de dire, bac -3 à bac +5, qui permettent aussi d'emmener les jeunes de la voie professionnelle vers les filières du numérique, de la cybersécurité, de tous les développements finalement de la société. Et c'est un enjeu évidemment stratégique dans lequel la question des compétences et de la préparation des compétences est stratégique. Merci Carole Grandjean. Merci à vous. C'était un vrai plaisir de vous accueillir dans Smart Job, et puis accueillir une ancienne DRH, c'est toujours un plaisir. Vous êtes la bienvenue. Quand vous le voulez, ministre délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle, avec ce double ministère, Pape Ndiaye, Éducation nationale, et Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est notre rubrique Fenêtre sur l'emploi.